Moubarak, qui était là, quand il a vu sa date tomber, il a pris tout. Il est devenu président pour 30 ans, mais il a semé la peur, il a semé la haine. Et l'Égypte le sait. Les jeunes Égyptiens aujourd'hui, que Moubarak a fait du mal à l'Égypte. Et sans transition, nous avons le plaisir de dialoguer ce matin avec Levana Zamir. Levana Zamir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, oui. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des associations des Juifs expulsés des pays arabes. Vous êtes vous-même également présidente de l'Association des Juifs originaires d'Égypte. Et nous parlons régulièrement, on va dire presque une fois par an, à l'occasion de cette journée commémorative justement de l'expulsion des Juifs des pays arabes qui est tombé hier. D'ordinaire, on le sait, le gouvernement israélien qui a instauré cette journée, je crois, il y a 6 ans, organise des grands rassemblements, souvent au Binyané Haouma, en présence de plusieurs milliers de personnes. Bien entendu, cette année, en raison de l'épidémie, tout cela s'est rendu impossible et il a fallu se contenter de modestes réunions, on va dire, sur Zoom. Et je voudrais que vous nous rappeliez aujourd'hui comment le gouvernement israélien est arrivé à la conclusion qu'il fallait marquer d'une pierre cette journée au lendemain du 29 novembre, du Kaftet November, de la journée marquant le plan de partage, le vote du plan de partage de la Palestine à l'ONU en 1947. Ok, alors vous voyez, cette décision à la Knesset a été prise, comme vous dites, en juin 2014, mais pas par hasard. Nous avons travaillé pour cela pendant au moins une dizaine d'années. Nous demandions tout le temps des discussions à la Knesset. Nous demandions plutôt qu'il y ait un jour par année, une seule journée par année, où dans les écoles, on apprendrait notre histoire. Notre histoire, notre tragédie, la tragédie de presque 1 million de Juifs de pays arabes qui, du jour au lendemain, depuis le 14 mai 1948, ont été ou bien emprisonnés, ou bien expulsés, ou bien ils ne pouvaient pas, il était défendu pour eux de sortir de leur pays. Alors, il y a 10 pays arabes et de l'islam, et dans ces pays-là, chaque expulsion, chaque sortie d'Égypte, si on peut dire, cet exodus, est arrivé d'une autre façon. N'est-ce pas? Si en Égypte, le 14 mai 1948, je me rappelle, j'avais 10 ans, j'étais parue, j'avais 10 ans, mais je me rappelle très bien, à minuit, 10 officiers égyptiens sont entrés de force dans notre villa au Caire, et ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont pris mon oncle, le frère de mon père, ils l'ont pris en prison. On lui a dit, tu es sioniste. Par hasard, il ne l'était pas, notre famille, la génération de mon père, n'était pas sioniste. Il y avait des groupes de jeunes sionistes. Sionistes, soi-disant, c'était la Maccabi, c'était le Hapoel, c'était Shomer HaTzaïr. Mais mon oncle ne l'était sûrement pas, parce qu'il voulait simplement les affaires familiales. Et nous avions une très, très grande imprimerie au Caire. Elle a été le lendemain matin, elle a été séquestrée, mon oncle en prison 1 an et demi, et comme lui, 1300 hommes et 50 femmes. 1 an et demi après, ils ont été presque tous expulsés, droit de prison au bateau. Alors ça, c'est arrivé en Égypte, c'était la première vague. C'est ça, parce que l'Égypte en particulier a connu plusieurs vagues d'immigration de la communauté, en particulier après 67 aussi, après la guerre des 6 jours. Vous avez appelé ça immigration, mais c'était une immigration forcée. Oui. C'était pas que tout le monde, vous imaginez, 100 000 personnes... C'était une main devant, une main derrière, sans avoir la possibilité de prendre ses biens. Exactement. Et on ne pouvait sortir qu'avec une valise chacun et 20 livres sterling, 20 livres égyptiennes. En ce temps-là, la livre égyptienne était comme la livre sterling, mais c'est tout. Et même, on faisait signer les hommes d'affaires, qu'ils ne devaient rien, qu'ils n'ont rien, que tous leurs biens sont comme une donation. On les a obligés à signer cela. Et c'est une donation à l'Égypte.
L'Égypte ne leur doit rien du tout. Ils ont dû signer cela. Ceux qui ne voulaient pas partir ont été obligés, et ils étaient non seulement expulsés, mais obligés à la sortie, et avant la sortie, de signer qu'ils veulent sortir de leur propre gré. Alors, vous voyez, ça, c'est l'Égypte. Et la deuxième vague, bien sûr, c'était, vous savez bien, en 1956, à la crise de Suez, comme vous l'appelez, nous l'appelons Mifta Kadesh, Mifta Sinai. Et là, parce que c'était, vous savez, c'est l'histoire, hein. Il y avait le groupe tripartite, les trois pays, et la France, la Grande-Bretagne et Israël, en ce temps-là, Ben Gurion, et qui avait bombardé le canal de Suez que le président avait justement s'est approprié, et c'était pas à lui. Alors, Elevana, je voudrais avoir, parce qu'il faut rappeler le contexte. Cette journée, elle a été instaurée par le gouvernement, c'était à l'époque déjà Binyamin Netanyahou, avec un objectif, on va dire, politique et diplomatique assez clair, c'est-à-dire de revendiquer, face aux revendications palestiniennes de dédommagement de l'État d'Israël pour avoir été eux-mêmes expulsés historiquement au moment de la création de l'État d'Israël, de revendiquer pour les Juifs des pays arabes expulsés également les mêmes dédommagements, quasiment les mêmes. Aujourd'hui, on ne parle plus de dédommagement. Aujourd'hui, le dossier palestinien est, on va dire, mis de côté. Peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène avec l'administration Biden, mais on ne parle pas sérieusement aujourd'hui de dédommagement des Juifs des pays arabes, ou alors il y a des gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui. On travaille là-dessus. Vous voyez, il y a eu deux lois. La deuxième loi de 2014, c'était cette loi du 30 novembre, mais en 2009 déjà, la Knesset avait décidé d'une autre loi disant exactement cela, ce que vous dites, qu'Israël demandera un jour les compensations pour les Juifs des pays arabes. Ça, c'était en février 2009. C'était déjà Bibi Netanyahou, comme vous dites. Et alors, on a commencé à nous dire, venez continuer, remplir les questionnaires, les formulaires, qu'est-ce que vous ou vos parents ont laissé dans les pays arabes. Et puis, il y a eu cette vague où on nous demandait de remplir ces formulaires. Et puis, il y a eu un silence, on peut dire presque complet. Mais, comme vous vous rappelez sûrement, il y a presque un an, Gila Gamliel, et c'était la ministre en ce temps-là, oui, où nos dossiers se trouvaient chez elle, et parce que c'était au début, c'était le Misrad Hagiblaïm, le ministère des pensionnaires, parce que, pourquoi pensionnaires? Parce que nous étions adolescents, oui, bien sûr. Et nous sommes devenus pensionnaires, et ils ont pris nos dossiers du ministère de la Justice, on l'a donné au ministère chez la Gimlaïm, qui s'appelle aujourd'hui Shivyon Prati, de l'égalité sociale. Alors là, Gila Gamliel a commencé, elle a dit, nous sommes en train de faire une évaluation des biens des Juifs des pays arabes parce qu'ils n'ont pas rempli les questionnaires et ça les intéressait pas tellement. Les Juifs d'Égypte, ça les intéressait, parce qu'on a laissé beaucoup de biens, mais nous avions, disons, 7000 dossiers. Mais ça ne suffit pas. Il n'y avait pas que 7000 familles seulement qui ont laissé des biens. Il y en avait beaucoup plus, mais on ne s'intéressait pas tellement à ces choses. Et il y a des gens qui ne croient pas qu'un jour on retrouverait. Mais il faut y croire. Alors il faut y croire. Mais je voudrais une dernière question. Il nous reste 1 minute, Levana, parce que c'est une question d'actualité. On le voit. On a parlé de normalisation avec les pays du Golfe ces derniers temps. On le voit. Hier, on a annoncé la création d'une école juive à Abu Dhabi ou à Bahreïn à Dubaï. On voit la chaleur avec laquelle cette paix se déroule, alors que et on voit un développement d'une communauté juive dans ces pays, alors que de l'autre côté, en Égypte, plus de 40 ans après la paix avec l'Égypte, la communauté juive est quasiment inexistante. Comment vous expliquez ce paradoxe? Et écoutez, il nous reste 1 minute. Bon, alors l'Égypte a été la première à faire la paix. Et Sadat, s'il vivait encore, depuis longtemps, c'était déjà la paix dans tout le Moyen-Orient. Mais ce qui est arrivé, les frères musulmans, vous vous rappelez bien? Oui, bien sûr. Ils l'ont tué. Alors c'est un homme qui est mort pour
pour la paix. En Israël, il y a eu Yitzhak Rabin qui disait Shalom, Yahya Shalom, et il est parti lui aussi. Alors, et Moubarak, qui était là, quand il a vu Sadat tomber, il a pris peur. Il a pris peur pour lui-même. Alors, il est devenu président pour 30 ans, mais il a semé la peur, il a semé la haine. C'est ça son erreur, et l'Égypte le sait. Les jeunes Égyptiens aujourd'hui savent et disent que Moubarak a fait du mal à l'Égypte en mettant la haine dans le cœur des enfants qui sont aujourd'hui des hommes. N'est-ce pas? Mais les jeunes qui sont jeunes, maintenant, se révoltent, ils se sont révoltés et ils l'ont fait tomber. Alors, aujourd'hui, l'Égypte a commencé déjà à vouloir les Juifs. Pas encore qu'on habite chez eux, mais on n'a pas tellement envie d'y habiter, hein, parce qu'ils brûlent les églises aujourd'hui. Si c'était les synagogues avant, aujourd'hui c'est les églises qui brûlent. Mais ils veulent, voilà, ils ont justement, vous vous rappelez, en février, il y a eu la synagogue Eliyahu Hanavi qui a été inaugurée. Oui. Nous étions là à la mission des Juifs d'Égypte en Israël. Nous étions une très belle mission. Il y avait 180 personnes de Juifs d'Égypte du monde entier. Eh bien, on se console comme cela dans l'absence d'une véritable communauté juive en Égypte. En tout cas, merci beaucoup, Levana Zamir, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne santé, à bientôt. Bonne journée.